première table ronde avec l'objectif d'établir quelques éléments généraux pour les débats qu'on veut suivre après dans les tables pour région. Ça veut dire que nous arrivons ici au 5e forum, au 5e espace de débat, après une trajectoire qui a commencé en 2000 ans avec le premier forum social mondial au Porto Alegre, au Brésil. On a fait en petite réunion quelques débats au sujet du droit à la santé. Et vous savez que dans le premier forum, on ne savait pas exactement ce qu'était le forum. On était en train de comprendre cette possibilité en 2000 ans. Et ça, peut-être vous rappelez qu'on était justement dans un moment de dénoncer l'hégémonie néolibérale dans le monde, de dire stop, arrêtez parce que nous ne sommes pas tous d'accord avec la globalisation néolibérale. Ça veut dire que les symboles du Forum social mondial en 2000 ans à Porto Alegre étaient justement cet arrêt dans cette vision absolue qui était établie par l'hégémonie néolibérale. Et on a aperçu en 2000 ans qu'on avait besoin d'un espace pour penser les droits à la santé dans un nouveau monde, une perspective de transformation alternative à cette hégémonie néolibérale, à cette pensée unique néolibérale. Et après ça, en 2002, 2003 et 2004, on a organisé des espaces qu'on a appelés des forums internationaux en défense de la santé des peuples. Et ça a été à Porto Alegre, 2002, 2003, et 2004 à Mumbai, et là. Et en 2004, on a pris l'idée qui était déjà le temps de provoquer un forum social mondial de la santé, initialement. Ça a été fait dans la ville de Porto Alegre l'année 2005, les jours avant le forum social mondial de 2005 à Porto Alegre. Évidemment, à Porto Alegre, on a eu la condition d'organisation beaucoup plus élargie. C'est pour ça qu'on a fait un forum avec plus de 1000 participants, avec 32 pays. Et ça a permis vraiment d'établir la logique d'organisation de cet espace, cette plateforme de forum social mondial santé. Et on a décidé d'établir un comité exécutif et un secrétariat exécutif pour faire le soutien de cet effort de forum. Après 2005, on a eu 2006, on a organisé un forum régional à Caracas, à Venezuela. Et en 2007, on a organisé le deuxième forum social mondial de la santé au Nairobi, au Kenya, dans le contexte du forum social mondial du Kenya. Alors, dans cette réunion au Kenya, on a décidé qu'il était nécessaire d'avoir une conférence mondiale sur le développement des systèmes universels de santé, et après on a adopté l'idée que pour être pas seulement santé, mais de sécurité sociale. On a décidé ça au début de 2007 et on a proposé ça au gouvernement brésilien parce que l'idée c'était d'organiser pas un forum de société civile, mais une conférence avec les gouvernements et la société civile dans les mêmes conditions et poids politiques dans l'espace de la conférence. Et on a réussi à faire ça en 2010 au Brésil, à Brésil. Alors on a eu une conférence avec 101 pays participants. Et avec plus de 1000 participants, avec l'idée de placer dans le débat international l'alternative des systèmes universalistes. Et pas seulement de santé, mais dans tous les domaines de la protection sociale. Dans cette conférence, dans la carte des conclusions générales de la conférence, on a justement établi cet aspect que Maris a parlé dans son intervention. Ça veut dire la protection sociale,
vont au-delà des domaines traditionnels de la protection sociale. Pas seulement travail, emploi, salaire, pension, la retraite, les retraites, l'assistance sociale, santé, mais aussi l'énergie, l'accès à l'eau, les services publics, des traitements des égouts, tout l'accès au transport, l'accès à la justice, l'éducation, la sécurité économique, vie civile et politique. Ça veut dire une lecture des protections sociales d'après les systèmes des droits humains. Ça, c'est une perspective politique très importante que je vais partager avec vous parce que nous sommes très affectés par l'idéologie néolibérale. Et quand on pense dans le domaine de la protection sociale, on accepte assez facilement une sorte de partage, de fragmentation des droits. Et on commence à utiliser très fréquemment une sorte de langage très lié à la politique de la pauvreté. C'est même une chose que parfois on dit, on ne veut plus parler de la pauvreté. On veut parler de la richesse, de la production, distribution de la richesse. Quem estava aqui na primeira conferência mundial? Qui était dans la première conférence mondiale au Brésil? Laurence était là, à Brasilia. Et alors, cet détachement du langage hégémonique, ça veut dire on ne veut plus parler de la pauvreté, on veut parler de la richesse, sa production, redistribution, distribution. On ne veut plus parler des paquets, des packages, on ne veut plus parler des minimums sociaux, on veut parler du droit humain. Ça veut dire qu'on a un projet égalitaire, un projet universel, il est nécessairement égalitaire, il est nécessairement intégral, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir des choses, on ne peut pas faire une sorte de trade-off, une sorte de dire bon, je te donne le droit à la santé, mais je ne peux pas assurer l'éducation, je te donne l'éducation, mais on ne va pas arriver à l'université. Vous allez arriver à l'université, mais vous n'allez pas avoir des emplois protégés. Ça veut dire ce partage de droits, cette fragmentation. La conférence mondiale a essayé de dire non, on ne peut pas suivre cette ligne, on doit aller vers le respect aux droits humains comme un contrat universel. Évidemment, ce débat n'est pas facile, surtout dans les pays qui sont établis comme des pays pauvres. Et qui sont pauvres, on ne peut pas donner des luxes d'avoir des droits. Et alors justement, dans la conférence, dans les espaces, les forums, on vient de dire, bon, la première chose, c'est rester tout, sinon tous les pays sont riches. Le problème est que les populations, qui sont des populations qui ont été impoverished, appauvries. Ça veut dire que la condition des pauvres n'est pas une condition, pas une identité, c'est une construction sociale qui, si on va vers le débat de la richesse, on peut aller alors vers les conditions pour avancer vers les droits intégrés. C'est pour ça aussi qu'on a fait beaucoup d'efforts de mettre dans notre agenda la discussion sur la pauvreté, avec une idée que Francine sûrement va parler, c'est l'idée de décréter la inégalité et la pauvreté. Ça veut dire, dans un procès politique important, faire comme on a fait au 19e siècle, quand on a arrivé à l'idée de faire les décrets de la inégalité et de l'esclavage. Parce qu'alors le concept était, les gens, ils ne sont pas nés esclaves, ils sont devenus esclaves parce que d'autres l'ont fait esclaves. La pauvreté dans nos temps, aussi dans un monde tellement riche, avec tellement d'argent, etc., elle est une condition sociale, pas une condition naturelle. Alors on ne peut pas parler des gens comme des pauvres, comme c'était des identités des pauvres. Ils sont appauvris
poverty as an identity, but this is not true. Les pauvres sont en fait les appauvris, ça veut dire ils souffrent de la pauvreté comme condition en vie. People suffer. Ça, c'est une question importante. C'est une sorte de détachement du langage de l'hégémonie, du langage de la domination politique et sociale. Non? C'est pour ça qu'il y a pas mal de fois que je dis on doit commencer à faire ces débats en premier lieu en faisant une sorte de procès de liberté vis-à-vis des discours de l'hégémonie conservatrice. On doit parler un autre langage. Parce que sinon, on fait tout le temps la reproduction des mêmes catégories que le néolibéralisme nous propose. Ça veut dire, non, il n'y a pas assez d'argent, allons voir les minimums sociaux, allons voir les sorties, allons voir qu'est-ce qu'on va donner aux pauvres qui est différent de ce qu'on va donner à les gens qui peuvent payer. Ce n'est pas acceptable si nous sommes cohérents avec l'idée des grands. Alors, cette formulation politique, qu'elle est nécessaire pour faire un nouveau bâtiment de protection sociale, où l'économie va travailler pour les besoins des gens, où on va récupérer aussi les conflits essentiels entre les capitales, les intérêts du capital et les intérêts du travail. Ça veut dire les intérêts du capital en opposition aux intérêts des travailleurs, des gens. C'est très important de reprendre cette discussion. Parce que sinon, on parle aujourd'hui dans tout le pays qu'on doit être compétitif. Pourquoi? Pour mettre nos produits dans le commerce global. Parce que c'est la seule manière d'avoir développement. Mais ce développement, hégémoniquement contrôlé par le néolibéralisme, la seule chose qu'il fait, c'est concentrer la richesse. Ça veut dire on a des niveaux de croissance économique élevés, comme dans le cas d'Afrique aujourd'hui, mais cette richesse, elle n'est pas distribuée. Parce que les mécanismes de distribution, redistribution, ils ne sont pas là. C'est ça les solutions qu'on doit faire. Parce que sinon, si on fait un débat en santé, si on fait un débat dans la protection du travail, l'assistance sociale, les pensions, sans ce contexte élargi de la dynamique économique, en fait, nous sommes en train de faire un débat naïf. Okay? Naïf, c'est une parole assez bien élevée. On pourrait dire, on fait un débat stupide. C'est ça le Si cette introduction au débat, elle doit être provocante, dans le sens qu'aujourd'hui, on voit en face de la crise financière du néolibéralisme. Parce que, attention, ce n'est pas une crise de la hégémonie néolibérale, c'est une crise financière qui, en contradiction à les raisons même de la crise, les origines de la crise, ce qu'on voit, est-ce que les traitements proposés à la crise, c'est justement plus de la maladie qu'on pourrait dire, c'est le néolibéralisme. Ça veut dire, on dit qu'il y a une crise, et la solution, c'est donner plus de néolibéralisme. C'est la crise du néolibéralisme, c'est parce que vous n'avez pas compris comment bien utiliser le néolibéralisme, allons foncer dans le néolibéralisme. Ça veut dire attaquer les protections sociales qu'il y a encore dans le pays, établir un mécanisme de marché, faire la microfinanciarisation, ça veut dire de mettre en logique des finances comme des assurances dans le domaine des politiques sociales. Et tout ça avec une couverture nouvelle. C'est le même gâteau, mais on a changé la couverture. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est que dans les années 80, 90, on appelait des minimum package, les paquets minimaux de protection sociale, sont prévenus dans le débat, mais aujourd'hui, on dit que c'est la solution universaliste, appelée les couvertures universelles en santé, appelée les socles de protection sociale. Et nous sommes ici, parmi tant d'autres mouvements, nous sommes pris dans ce débat. Parce qu'il est très difficile de faire un débat dehors, ça veut dire, c'est difficile pour nous politiquement aujourd'hui,
dire non, on va bloquer ça. Non, on va... Et pourquoi on a la difficulté de faire ces débats dehors, dans une position frontale? Et justement parce que nous sommes faibles dans la capacité de mobiliser. Parce que même les mouvements sociaux sont idéologiquement capturés dans ces débats. On a fait le même débat dans les forums à Porto Alegre, je me rappelle, en 2005 et avant, quand on a discuté en 2002, par exemple, les questions des objectifs du millénaire. Les objectifs du développement du millénaire. Alors il y avait pas mal de gens, des gens qui sont de notre côté, des gens qui sont bien, qui disaient, mais les objectifs du millénaire, au moins, c'est quelque chose qu'on peut attacher pour avancer dans le pays où il y a tellement de faiblesses. Le problème est que si on rentre dans ces genres de discussions, sans savoir exactement qu'est-ce qu'on veut, sans avoir une claire définition des concepts qu'on utilise, par exemple, qu'est-ce que c'est l'universalisme vis-à-vis la proposition néolibérale qui est dans les politiques comme la couverture universelle, qui est dans les socles, etc., qui dit que l'universalisme est que tout le monde va être inclus. Mais ce qu'il n'a pas dit, est-ce que tout le monde va être invité au dîner, mais pas tout le monde va manger la même chose. C'est ça la question. Hein? Ça, c'est le problème. Ça veut dire qu'on va être titulaire d'un droit, d'une assurance, mais quand on lit les petites lettres de ce contrat, ça dépend combien vous allez apporter. Hein? Ça veut dire que parfois, si j'ai la capacité contributive, je vais avoir le paquet complet. Si je n'ai pas la capacité totale, il y aura quelques mécanismes avec l'argent public pour faire le complément. Si j'ai rien de tout de contribuer, je vais avoir un paquet minimal. C'est ça. Et alors, on va faire plusieurs catégories de citoyens. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de citoyenneté. On ne va pas avoir des droits. On va avoir des conditions d'assurance. Et pour nous, ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Parce que quand on fait ça, on fait une sorte d'organisation des ressources possibles dans une perspective de donner le minimum. Et on ne fait pas la critique de comment la richesse est produite et redistribuée dans la société. Et c'est pour ça que je disais qu'à nous intéresse beaucoup dans cette discussion, par exemple, discuter les systèmes tributaires. Hein? Parce qu'en utilisant l'argument de la compétitivité globale, on dit que les coûts des produits dans un pays doivent aller à la baisse. Et pour aller à la baisse, on doit diminuer les poids des salaires dans les produits en termes du pays. On doit réduire les poids des tributs. Et vous savez, l'expérience mondiale nous démontre, si on n'a pas assez de masse tributaire dans le produit en termes de tout un pays, on ne peut pas avoir l'ambition d'universalité. Parce que les pays qui ont arrivé à avoir des systèmes de protection sociale universelle ont dédié autour de 50% du produit en termes brut au tribut. C'est ça. Au Brésil, actuellement, on a 35%, on essaie de défendre, de ne pas réduire ça. Mais en Amérique latine, par exemple, les moyennes est de 12-13% des tributs sur les produits internes. Avec ça, c'est très difficile de faire des politiques universalistes. C'est pour ça. La tribut, c'est les taxes. Les taxes. Hein? Tribut, c'est les taxes. Les impôts, pardon. C'est le poids des impôts, l'imposition. Voilà, l'imposition fiscale. Je devais corriger mon français, c'est un paquet. Mais les impôts, non, les taxes générales, ça veut dire que si on n'a pas assez de taxes dans la composition des transactions économiques d'un pays, je disais que les systèmes universalistes plus forts dans le monde, dans l'histoire, ont autour de 50% des taxes, des impôts. Hein? Au Brésil, on a 35% aujourd'hui, mais on a des attaques, vous avez ça. En Amérique latine, les impôts font pas plus de 12 ou 13% des produits internes bruts. C'est très faible. En Afrique subsaharienne, c'est moins que ça. Et c'est le paradis pour les capitales, parce qu'alors, si on n'a pas beaucoup de tribus, c'est
merveilleux. Hein? Et en plus, on a des paradis fiscaux, on a tout un ensemble de procès où on peut faire l'extraction de la richesse du pays en payant très faible salaire et en laissant très peu dans les impôts ou les solutions universelles. Ça, c'est définitif. Ça veut dire, on ne peut pas parler de l'universalisme basé en droit humain si on ne fait pas un débat au sujet de comment la richesse est produite, est capturée dans les impôts et est redistribuée en utilisant des services publics universels. Alors, la conclusion qu'on a arrivée dans la conférence de Brasilia sur le développement du système universel de sécurité sociale, est-ce qu'il y a encore une très réduite éducation politique vis-à-vis de ces débats de protection sociale. Il est néolibéralisme comme projet théologique, il a fait une chose qui est très forte. Il a proposé une sorte de diversité néolibérale avec les fragmentations des luttes. Aujourd'hui, on voit par exemple dans le domaine de la santé la prolifération des associations des gens avec des pathologies. Avec un débat qui va... Non, on va demander maintenant l'attention aux gens qui ont des sida. Et l'autre qui dit non, j'ai besoin d'attention aux gens qui ont la diabète. L'autre, c'est les maladies des enfants qui ont des problèmes cardiaques, etc. Cette fragmentation dans le champ de la santé, dans le champ de l'assistance sociale, dans les questions aussi des pensions, etc., fait qu'on n'a pas clairement établi un projet. On n'a pas un projet universaliste de protection sociale. Ici, nous, les mouvements, les associations, si on n'a pas ces projets universalistes, qui va voir ça? Les gouvernements, ils sont tout à fait fracturés sous la pression du capital et des intérêts politiques finement construits autour du Parlement, des systèmes de loi. Non. Je pense qu'il n'y a pas d'autre forme. Je pense que le FOMO a proposé une forme d'organisation internationale qui puisse lier le mouvement autour d'un projet d'éducation politique vis-à-vis de l'universalisme des protections sociales. Et c'est pour ça qu'après Brasilia en 2010, dans le forum de Dakar qu'on a fait en 2011, on a proposé de commencer l'organisation d'un réseau des laboratoires de politique publique universaliste, comme des espaces pour penser des projets alternatifs dans chaque pays. Ça marche lentement, on a arrivé à avoir quelques ressources pour commencer à mobiliser ça, mais on a déjà quelques exemples qu'on va parler ici dans les sessions suivantes, de comment on peut mettre dans l'espace politique un débat vis-à-vis de l'universalisme. Comment est-ce qu'on peut traduire ça dans des objets d'incidence politique? Ça veut dire dans chaque élection. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les programmes des partis politiques? Est-ce qu'on doit s'organiser comme des partis politiques pour faire ça? Est-ce qu'on peut proposer des lois dans le Parlement pour faire ça? Comment est-ce qu'on travaille avec les parlementaires, dans les partis, etc.? Comment est-ce qu'on travaille avec les syndicats? Parce que si on n'est pas capable d'établir ce désir, ce besoin dans le syndicat, et finalement sont les oligarchies des travailleurs, dans le sens qui sont les plus protégés, les travailleurs formels dans chaque pays, si on n'arrive pas à toucher la sensibilité des confédérations des travailleurs, les grands syndicats, les organisations mondiales des travailleurs, on va voir les travailleurs formels comme des obstacles pour l'universalisme. Parce qu'il y a toujours une résistance conservatrice d'essayer de protéger les avances qu'on a déjà eues, et surtout dans le contexte de la crise, de protéger l'emploi formel. Et alors la grande majorité des populations de nos pays du Sud ne sont pas des travailleurs formels. Ça veut dire que la seule manière d'avoir l'universalisme, c'est d'avoir un système basé dans les impôts généraux et pas dans la contribution sociale liée au travail. Ça, c'est très important. Finalement, je voudrais vous dire que dans ces moments, en 2013, on voit une extraordinaire offensive vis-à-vis l'établissement d'une référence internationale globale au sujet de qu'est-ce que c'est, quels seront les objectifs après 2030.
what are Et c'est pour ça que la bataille qui était livrée à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec l'idée des socles de protection sociale, qui était établie aussi dans le G20, parce que aussi le G20, dans les discussions de politique sociale, a adopté la même discussion des socles de protection sociale, renforcée par les rapports Bachelet, qui a établi dans le sein des Nations Unies une perspective aussi des socles, des minimums, de protection des bases. Et dans ce contexte, un des chapitres de ces socles, c'est justement la couverture universelle de santé, qui aujourd'hui est présente dans toutes les conférences de santé, dans tous les mondes. Il y a beaucoup d'argent pour des recherches, des initiatives, des projets, des campagnes. Si on veut financer le Fonds social mondial de la santé avec beaucoup d'argent, il sera suffit de dire qu'on va travailler pour la couverture universelle. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça. Heureusement, on ne peut pas faire ça. Parce que justement, nous ne sommes pas d'accord avec qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que ce n'est pas un projet universaliste dans le sens des droits. C'est dans une sorte de réponse émergentielle aux besoins sociaux. Alors, la demande qu'on fait pour nous tous ici, c'est comment est-ce qu'on va faire ces débats dedans, parce que nous sommes presque obligés à rentrer dedans. Il est très difficile de rester dehors. Si on reste dehors, on va avoir les trains qui passent. Okay? Nous avons besoin de rentrer dans notre train, dominer le mécanisme, essayer de faire arriver dans un autre côté, qui va sortir de la ligne préétablie, pour pouvoir discuter des choses essentielles, comme par exemple, qu'est-ce que c'est l'universalisme proposé? Comment est-ce que ça devient un mécanisme de redistribution de la richesse dans le pays? Comment est-ce que ça est lié à l'ensemble de ces protections sociales qui finalement est la définition même du bien-être dans les sociétés? Pour éliminer, d'une façon importante, les inégalités dans le pays. Ça veut dire aussi rentrer dans un débat sur la forme comme le pouvoir politique est partagé dans le pays. C'est pour ça qu'on dit, on a comme un agenda composé par la lutte pour la universalisation des protections sociales basée dans les droits humains, la déclaration de la illégalité et la pauvreté pour mettre en débat ce problème de la production de la richesse et la redistribution dans chaque pays et au niveau global. Les débats au sujet de la démocratisation politique des pays, où on a aujourd'hui un problème très. Comment est-ce qu'on fait la composition du Parlement? Nous sommes dominés aujourd'hui par une sorte de système politique basé dans l'argent. Les idées sont plus importantes, en fait, les idées sont presque les mêmes. C'est incroyable. Mais on a un problème. Le pouvoir économique qui établit la dynamique du Parlement. Ça veut dire que le Parlement n'est plus la maison du peuple et la maison du capital. C'est incroyable comment ça est devenu une formule globale. Ça veut dire aujourd'hui, pour devenir un parlementaire, on a besoin d'argent. On n'a besoin pas d'idées, même pas de cerveau, on a besoin d'argent. Et ça, c'est très dangereux pour la société. C'est une sorte de dictature du capital dans une apparence démocratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut pas regarder ça dehors. On doit rentrer dans le processus de la démocratisation. Démocratisation de l'État, démocratisation du Parlement, démocratisation des formules de représentation, les formules de démocratie directe. Et finalement, il y a une autre chose importante. Finalement, il y a deux choses que j'ai déjà parlé, c'est le problème tributaire, c'est un problème fondamental, ça veut dire les impôts, la composition des impôts, qui, d'un autre côté, toute l'articulation du modèle productif avec le respect à la nature, mais surtout avec les partages des résultats de la production pour faire la diminution des inégalités dans le pays. Une chose qui c'est le sujet dans notre forum à côté ici, et c'est le problème des communications. Parce que si on a un parlement contrôlé par le capital, si on a les moyens de communication contrôlés par le capital, si on a des associations de la société, etc., contrôlées par le capital, c'est quoi? Il y a plus vite. Ça veut dire qu'on a tous les espaces. Et c'est justement pour ça que le néolibéralisme comme idéologie, c'est hégémonique. Il a
cadres d'État, non? Des systèmes politiques. C'est ça les géopolitiques. Universities and Et nous, states. c'est pour ça la question qu'on a dans notre thème central ici. This is why Et nous, comment est-ce qu'on fait pour topic faire le combat de cette hégémonie qui bâtit une contre-hégémonie struggling nouvelle? against this. How can we Et comment faire ça dans le contexte counter qui est aujourd'hui établi, et c'est couverture universelle, des socles, etc. Ok? C'est ça la question qu'on voudrait partager avec vous comme introduction. Et c'est un défi énorme, c'est Samson et Goliath, non? Mais je dois dire que l'histoire était faite de cette confrontation. C'est ça l'histoire. Et on a gagné pas mal de fois. Pas nécessairement pour l'Holocauste, mais si nous sommes consistentialistes, on peut insister et arriver à faire ça. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup d'être ici avec nous, tous ensemble. Vous êtes des gens importants dans le contexte de chaque pays. Ce que vous parlez dans le domaine de chacun des espaces est très important. Si vous avez un message fort vis-à-vis de tous ces éléments, vous pouvez faire des influences politiques importantes. Mais évidemment, c'est un chemin que parfois on doit faire beaucoup d'autocritique aussi, parce que nous sommes dedans, nous ne sommes pas dehors, nous sommes dedans. On a des contradictions, on a des difficultés, on a pas mal de choses qu'on doit pouvoir travailler ensemble. Okay? Et je me présente, je suis Armand Ténègre. Je suis en Brésil et j'essaie de coordonner un peu le comité exécutif du forum, pas exactement évident, mais ça sera possible. Mais c'est un espace public, non? Ce n'est pas une organisation. Chacun de nous a des organisations où on travaille directement, mais cet espace de forum, c'est un espace public pour essayer d'avoir une plateforme stratégique partagée. Ok, très bien. Alors, on va faire la suite de cette table. Je vais demander à